Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le PodQuest ou la quête du meilleur podcast. C'est Johanna qui vous parle et qui vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Comme à chaque fois, on vous embarque dans une quête mystérieuse et semée d'embûches, une quête au cours de laquelle on va essayer de récolter un maximum de petits tips, conseils et astuces pour réaliser le meilleur podcast possible. Non, pas comme à chaque fois. Pour la première fois aujourd'hui, on accueille Issam Baz. Donc Issam, bienvenue. Merci. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Baz TV depuis 5 ans. C'est ça. Tu es ingénieur informatique et du coup créateur de contenu en ligne. Tu as récemment lancé le podcast Court-Circuit. C'est ça. Du coup, sur cette même chaîne YouTube. On en reparlera juste après de la petite différence entre les vidéos YouTube, les podcasts. Qu'est-ce qui est quoi? On ne sait pas. Faut la trouver, ouais. Faut la trouver, la petite différence. Donc, Court-Circuit, le podcast qui vient juste de sortir, donc du coup, dans lequel tu accueilles des invités et dans lequel tu parles de ton sujet favori, la technologie. C'est ça. Du coup, tu n'es pas passionné que de ça non plus. J'ai vu que tu faisais de la photographie. Je sais pas si t'en fais encore d'ailleurs. Si, j'en fais. J'ai une formation de photographe professionnel et du coup, quand il y a des événements, des choses comme ça, des événements sportifs, des mariages, des shootings portraits avec des modèles, des choses comme ça, j'en fais de temps en temps. Beaucoup moins à cause de la création de contenu, mais j'en fais quand même pour le loisir. Donc ça reste quelque chose que j'aime bien faire, que j'adore faire. Et là, ça me manque en fait. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, du coup, ça me manque énormément. En tout cas, ça reste dans l'univers de la caméra. Donc, Oui, c'est très lié. Un minimum, ouais. J'ai vu que tu avais beaucoup voyagé aussi. Sur ton Instagram, là, j'ai vu des photos au Pérou, ça a commencé à me faire rêver, du coup j'ai vite arrêté. Mais... C'est génial le Pérou, j'aimerais bien y retourner, c'est magnifique le Pérou. Ouais, Pérou, Vietnam, j'ai vu aussi, tu avais fait plein de trucs. Vietnam récemment, ouais, l'Afrique aussi pas mal. Okay. J'aime beaucoup l'Afrique du Sud, Tanzanie, enfin tout ce qui est safari, en vrai tout ce qui touche à la nature, aux animaux, ce genre de choses. Ok, t'as beaucoup fait? Ouais, j'ai pas mal fait et j'adore. Et pareil, c'est la photo qui me drive. Quand j'essaie de choisir une destination, je me dis quelle destination permet de faire des photos magnifiques et c'est là où j'ai le plus de chances d'aller, quoi. Ok, bah magnifique, on pourra en reparler aussi. Et on m'a dit à l'oreillette que tu adorais aussi le sport ou le crossfit. Qui t'a dit ça? Je ne sais pas. Bon, spoiler pour nos auditeurs et auditrices, hein, c'est Barbara Cotillard du premier épisode du PodQuest que vous connaissez bien et qui est passée également au printemps du podcast avec toi, Issam, Exactement. en invité. On a parlé d'IA. Voilà, vous aviez parlé d'intelligence artificielle. Finalement, tout se recoupe. Hein, Non, mais franchement, ouais, on est dans la matrice. Exactement, finalement. Ouais, du coup, tu fais du crossfit, c'était ça? Alors, je faisais du crossfit, j'ai arrêté il y a quelques temps, mais je continue, effectivement, je fais pas mal de sport. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est le travail, le sport et YouTube. Ok, bah écoute, justement, on en vient naturellement à ma toute première question, c'était où trouves-tu toute cette énergie? À la sortie. Il fallait que je la sorte. Bah écoute, je pense qu'elle vient toute seule parce que si tu fais quelque chose que tu aimes, je pense que c'est très compliqué de te fatiguer de trucs que tu aimes faire. En tout cas, moi, je n'arrive pas à me fatiguer parce que c'est des choses que j'aime. Par contre, le boulot, j'arrive à me fatiguer bizarrement parce que j'aime moins. Mais tout ce qui est sport, création de contenu, tout ça, je pourrais en faire tout le temps. J'en fais même limite un peu trop. Ok. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et donc pour le coup, je le fais avec plaisir et donc je trouve. J'arrive à trouver de l'énergie comme ça, quoi. Et parce que du coup, tu aimes un peu moins ton boulot, tu es ingénieur informatique. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis ingénieur logiciel spécialisé dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je crée des logiciels pour les professionnels ou les particuliers. Ils vont créer des logiciels, ils vont utiliser les logiciels que moi je vais créer. Maintenant, avec le boom de l'IA, ça va être des logiciels qui vont être orientés IA, forcément, parce qu'il n'y a plus que ça. Et donc, c'est ce que je fais dans le privé depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est un boulot que j'adore, mais qui a moins cet aspect créatif au quotidien. Ok, pourtant, il me semblait que dans l'informatique, pardon de te couper, il me semblait que dans l'informatique, tu avais quand même cet aspect très créatif de toujours chercher de nouvelles solutions à des problèmes, dans cette forme-là de créativité, tu vois. Oui, en fait, c'est pas vraiment de la créativité, mais c'est plus de la résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes, on peut pas se permettre d'être trop créatif, justement, parce qu'on peut arriver avec des solutions un peu, soit trop, soit pas assez pour le problème en particulier, mais on va plutôt suivre des
des guidelines, enfin, des recommandations qui vont venir de personnes qui ont plus d'expérience ou de problèmes que tu as rencontrés dans le passé. Mhm. Donc tu es forcément guidé par ce que tu dois faire. Là où un boulot vraiment créatif, tu dis, tiens, je vais tester de faire ça, vas-y, je vais le tester. Par contre, quand tu as des millions d'utilisateurs qui utilisent une application que tu fais, tu vas pas te dire, tiens, je vais tester de rajouter ce petit bouton-là, ça peut être sympa, machin. Non, parce qu'il y a des millions d'utilisateurs, il y a des gens dans leur boulot et de dire, non, il faut faire ça et tout. Mhm. C'est très, très compliqué d'être créatif dans un milieu dont dépend plusieurs utilisateurs, en fait, où tu as des contraintes de disponibilité, tu as des contraintes monétaires, parce que forcément, si c'est de la Ouais. prise de commande ou des choses comme ça. Donc, tu as un peu les mains liées. Là où la photographie ou la création de contenu, je le fais pour moi, c'est moi qui fais la direction artistique, c'est moi qui livre le projet au final, donc j'ai plus de liberté pour être créatif, justement. Ok, parce que j'allais te demander justement, est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement beaucoup de personnes qui t'attendent au tournant, donc c'est-à-dire une large audience, ça fait que tu peux moins te permettre d'être créatif? Est-ce que Euh, c'est ça, ou parce qu'après tu parlais de la notion d'argent aussi là-dedans finalement? Non, non, c'est un très bon point parce que même dans la création de contenu, plus tu as des personnes qui vont te suivre, plus tu vas être lié par l'attente Ouais. plus tu vas être lié par l'attente de ces gens-là. Et l'avantage quand tu es créateur de contenu, c'est que c'est ta propre chaîne et donc tu peux prendre la décision de dire, OK, je vais faire 70% ou 50% du contenu euh, un peu lucratif ou le contenu qui va te permettre de garder ton audience ou d'en ramener une nouvelle, mais je vais faire 30% de contenu vraiment purement loisir. Là, à l'opposé, quand tu travailles en tant qu'ingénieur dans une grosse boîte, tu ne peux pas te dire, vas-y, je vais faire Mm. je vais livrer 30% de fonctionnalités plaisir pour moi et faire que 70. On va dire, non, 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 nous, on veut, la priorité, c'est de faire ça. Là où, personnellement, sur ma chaîne, je me garde quand même cet aspect où je fais du contenu pour moi parce que ça m'amuse. Tant pis derrière si ça ne fait pas de vues, tant pis s'il n'y a pas de sponsor qui suit derrière. Mm. Ça va être un kiff. J'ai aimé la faire. Généralement, les vidéos que j'aime le plus faire, c'est les vidéos qui rapportent le moins de vues, en fait. C'est marrant, c'est pas la première fois qu'on me dit ça dans la création de contenu de manière générale. Et c'est dommage, tu vois. Je me dis parce que normalement, moi j'aurais tendance à me dire, quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, ça se voit, ça se sent, et du coup, t'as plus tendance à apprécier en tant que spectateur ou spectatrice un contenu où t'écoutes quelqu'un de passionné. Après, c'est peut-être que mon Ouais. avis, mais. Non, 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 enfin, ton avis est parfaitement légitime, mais il y a une raison à ça. C'est que quand tu décides de faire un contenu que tu aimes, c'est-à-dire que tu vas oser la différence, tu vas Mhm. changer quelque chose, tu vas forcément tester de nouvelles choses qui vont rendre très bien, mais la plateforme qui va diffuser ton contenu, elle n'est pas habituée à ce type de contenu-là. Les personnes qui sont abonnées à ta chaîne ne sont pas forcément habituées à ce contenu-là, elles ne se sont pas abonnées pour ce contenu-là, Mhm. donc ils vont moins le regarder, la plateforme va moins le mettre en avant, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas sur le long terme. Donc si tu continues, ça marchera forcément, mais il faut y investir plus d'efforts et tout. Et potentiellement, même si ça n'a pas marché au début, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. 3 mois plus tard, ce contenu-là que tu as aimé faire, ça m'est arrivé d'ailleurs, que ça explose 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard, quoi. D'un coup, comme ça, quoi. D'un coup, ouais, parce que des fois, c'est un peu mystique. Pourquoi est-ce qu'un contenu qui dort depuis je sais pas combien de mois, D'un coup, fait le buzz. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça revient. Mais généralement, ça ne marche pas quand tu fais quelque chose de différent. Je sais que ça ne va pas marcher au début parce que mes abonnés sont pas habitués, tout simplement. Mm. Donc, ils vont moins le regarder. Et la plateforme, elle va se baser en fonction du choix de tes abonnés d'abord. Si tes abonnés la regardent moins, elle va moins la proposer à de nouvelles personnes. Si tes abonnés aiment cette vidéo, elle va la proposer à une audience plus large. Donc, systématiquement, Ok. on tombe là-dessus, quoi. Et du coup, avec ton travail et ta formation, enfin, pas ta formation, vu que c'était formation photographe, tu m'as dit. Mais avec ton travail, du coup, tu as un peu une vue sur comment fonctionnent les algorithmes et tout Oui, oui, en fait, j'ai une licence en développement logiciel, donc en algorithmique. Ah oui, etc. ok, d'accord. Donc, pour le coup, en fait, je suis ingénieur logiciel de base et j'ai fait à côté une formation photo. Mais de base, Ok, oui. je suis dans l'algorithmique, le développement et tout. Donc, on va dire que je comprends un peu le langage machine et je comprends un peu le raisonnement derrière de ces plateformes-là. Mais eux, par exemple, si on prend YouTube, Google, en l'occurrence, ils n'exposent pas comment ils
comment leur algorithme fonctionne. Ils vont ok. donner plutôt des documentations que tu peux lire, mais par contre, il peut y avoir, on va dire, un faible pourcentage de quelque chose qui est caché par la plateforme Mhm. que tu ne sais pas, mais j'arrive à peu près à comprendre la logique derrière, quoi. Oui, tu vois en fonction de comment les stats bougent, ce qui marche pas, C'est tu ça. arrives à Ouais. décrypter ça en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vas nous livrer tous les secrets Ah des bah, algorithmes mais- qu'on cherche tous à Mais savoir. avec ça, plaisir, mais oui, mais Quel carrément, bonheur, mais ok. carrément. Trop bien. Apprenez à percer avec Issam, voilà. Trop Ah, bien. Pardon, je voulais juste revenir en 1 seconde 30 sur cette question de faire plein de choses à la fois. Après, on ira plus dans le ventre du Mhm. sujet, comme personne dit, mais moi je le dis, voilà. Du coup, par rapport à est-ce que tu as un secret d'organisation, de comment s'organiser? Moi, je sais que c'est un gros problème chez moi, Ouais, de pareil. pas réussir à s'organiser pour faire les choses que j'aime en dehors de mon boulot. Ouais, en fait, c'est très très compliqué et j'essaie d'avoir pas un système d'organisation, mais plutôt une routine Ok. à mettre en place que j'essaie de respecter, mais finalement pas trop. C'est que j'en fais trop. C'est surtout Mhm. ça le truc. Généralement, moi, je commence le travail à 9h30. J'ai l'avantage d'être en télétravail. Mon entreprise est à Paris, donc je Tout travaille. le temps? Oui, mon entreprise est à Paris, j'y vais une fois tous les 3 mois ou Ok. quelque chose comme ça. Ok. Donc du coup, je suis tout le temps à la maison, ce qui fait que le matin, par exemple, je sais qu'à 7h du matin, je vais écrire mon texte YouTube si j'ai quelque chose, un montage à faire ou quoi, je le fais le matin généralement. Mhm. Après le travail, j'ai encore une pause de 2 heures entre midi et 2. Là encore, je vais travailler, soit je vais au sport, soit je vais travailler sur YouTube encore. Le soir, une petite heure, mais j'aime quand même. Le soir, je préfère laisser du temps parce qu'il y a ma copine à la maison, donc je préfère quand même laisser un petit peu de temps pour qu'on soit un peu ensemble. Donc le soir, pas trop. Et les week-ends derrière, ce qui fait que j'avais fait le compte une fois, j'étais à 20 heures de création de contenu pour 40 heures travail, donc soit une semaine de 60 heures Oh waouh. pour mixer les deux, ça fait ça. Mais c'est compliqué hein, parce que c'est un domaine où tu as une sorte, je sais pas pour toi, mais j'ai une sorte d'obsession par ce que tu fais et c'est très compliqué de s'en détacher. Je comprends très bien. Moi, c'est plus par lubie, donc c'est plus passager. Mm. Et je sais pas si toi, c'est vraiment Donc du c'est coup une passion cyclique qui quoi. dure. Pour toi Ouais, c'est c'est ça. cyclique, donc tu as une phase où tu es là-dedans et après tu as une phase où c'est plus du tout. Ouais, c'est ça. En fait, je vais tellement, comment dire, dans des termes élégants, tant pis. Je vais tellement poncer le truc Ouais, je vois, ouais. que. T'en as marre quoi, il y a plus rien à penser quoi. Après, ou alors, en fait, je vais atteindre un certain plafond de verre. Et le fait que j'arrive plus à trouver soit de sources où me renseigner sur ce sujet qui me passionne, soit de gens à rencontrer pour qu'ils m'expliquent, qu'ils me vulgarisent un Ouais. peu les choses, et ben ça va faire que du coup je vais passer à autre chose et puis entre-temps il y aura un autre ok. truc qui m'aura tiqué le cerveau Et du coup tu passes sur et du coup je passe sur l'autre lubie, tu vois. ouais, mais en tout cas, il faut toujours que tu aies un petit truc, il faut Ouais. toujours qu'il y ait quelque chose qui te fasse comme le vélo, quoi. Faut Ouais. faut que ça pédale, sinon Ouais, ça tombe, quoi. sinon je m'ennuie quoi. Voilà, Ouais. c'est ça en fait. Donc toi c'est un truc unique quoi, c'est Non, j'ai aussi cet aspect un petit peu cyclique, mais YouTube, c'est vrai que je me suis, j'avais, comme toi, un peu, je me passionnais par beaucoup de choses, mais YouTube, c'est devenu un business. Et quand je l'ai lancé, j'avais cette idée de créer une chaîne pour en faire un business, pour monter une entreprise là-dessus. Et donc, pour le coup, je ne peux plus me permettre de passer à autre chose parce que je suis parti un peu à fond dessus et qu'il y a derrière maintenant un projet qui marche et donc je le maintiens. Mais quand j'ai les phases d'ennui, un peu comme toi, je me force quand même à créer du contenu, même si je suis pas dans le mood, même si je sais que ça va pas forcément plaire parce que j'ai pas envie, parce que ou tu as l'impression que c'est répétitif par rapport à ce que tu as déjà fait et tout, bah, je vais quand même continuer parce que pour le coup c'est devenu un peu un travail quoi. Ok, on va parler de l'aspect aussi travail, mais commençons par le commencement. Vas-y. Du coup, on parle quand même dans un contexte on part en quête là. Ouais. Let's Du go. coup, au tout début de ta quête, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, let's go, je vais sur YouTube, sachant que si mes calculs sont bons, t'as commencé ta chaîne YouTube il y a 5 ans. Il y a 5 ans, en 2021, c'était quoi? C'était le Covid. Est-ce que c'est lié ou pas? Alors, t'as presque raison, sauf que c'est pas ma première chaîne, c'est la deuxième. Ah, ok. J'avais déjà créé une chaîne il y a 7 ans. Ok.
Et en fait, c'était quand je suis venu en France. Je suis venu en France il y a 7 ans. Mhm. Et à l'époque, je connaissais pas forcément beaucoup de monde et tout. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube qui parlait de littérature. Je parlais Ok. des livres que je faisais, donc que je lisais. Et du coup, j'ai créé une chaîne qui parlait de ça. Et j'ai vu que ça commençait à marcher. On commençait à avoir une petite audience, ça commençait à grandir et tout. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être un petit truc à faire là-dessus. Au bout de, je sais pas, 6-7 mois, un truc comme ça. Ok. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'en fait, c'était très compliqué de rentabiliser une chaîne sur la littérature parce que les sponsoring en littérature, c'est un peu plus compliqué et il faut lire des livres et donc la lecture était devenue Un plus fardeau, une plus obligation. une contrainte Ouais. qu'un plaisir. Donc, tu vas pas t'amuser à lire 70 livres juste par an, juste pour créer du contenu. Et donc, forcément, c'était devenu... c'est pas scalable comme, comme Ouais. projet. Le projet Ok. n'est pas scalable. Et donc, je me suis dit, tiens, vas-y, ça a l'air de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait effectivement le Covid en plus qui m'a donné encore plus de temps Mhm. parce que je travaillais pas. L'époque Covid, il y avait 3 mois où je travaillais plus. Ok. Et j'étais à la maison, donc ça m'a permis de changer un peu de fusil d'épaule. Je me suis dit quel contenu je peux créer qui puisse justement scaler bien comme il faut en utilisant l'expérience que j'ai eue dans la première chaîne sur la littérature. Et je me suis pensé sur la tech parce que c'est un milieu que je connais. Et j'ai créé la chaîne du coup à ce moment-là. Ok. Juste, on peut définir ce qu'elle est. Scaler, c'est-à-dire que ça, en fait, je sais pas si tu vois la ligne, quand tu vas dans la ligne des vues Mhm. sur YouTube ou des abonnés ou des trucs comme ça, tu vois que la courbe, elle fait un peu, pour ceux qui nous regardent en vidéo, pas pour ceux qui nous écoutent, c'est une courbe exponentielle. Ouais, ok. Ouais. Donc, en fait, c'est réussir à créer du contenu qui va te permettre d'avoir cette courbe exponentielle en termes de vues, en termes d'abonnés. Par exemple, cette année, tu vas avoir 10 000 abonnés. L'an prochain, tu vas en avoir 20 000 de plus. L'an Mhm. d'après, tu vas avoir 50 000 de plus. Et donc, il faut un contenu qui te permette d'avoir cette évolution. Et tout en attirant De plus en plus de monde. sponsors, plus en plus de petits projets qui va permettre de se nourrir elle-même, tu vois, pour grandir. Ouais. La littérature, c'était un petit peu plus compliqué, alors que la tech, c'est un plus milieu... niche. Ouais. Ouais, c'est niche. En fait, la niche, elle est quand même assez large. Tu as quand même du public qui consomme ce genre de contenu, Mhm. mais il est beaucoup plus dur, je trouve, à produire. Alors que la tech, tu as forcément de la nouveauté tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est hyper actuel en fait. C'est hyper actuel, tu as de la consommation quasiment À tout le fond. temps. Ouais. Donc, je voyais, c'est un peu plus à l'image aussi, c'est un peu plus à mon image aussi, comme je suis un peu là-dedans. Donc c'est un peu pour ça. Ouais. Ok. Et du coup, tu parles de. Enfin, est-ce qu'il y a des techniques pour faire justement pour produire ce type de contenu qui va attirer de plus en plus de monde? Est-ce qu'il y a un type de contenu qui attire de plus en plus de monde En général, tu veux dire en général? Et après, toi, comment tu t'appliquais ça à toi-même? Alors, en fait, il faut tout simplement voir, s'inspirer des grands. Il y avait un livre, Still Like an Artist, Vol comme un artiste. En fait, Ok. c'est. Vol au sens piquer Oui, quelque chose. oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Vol comme un artiste et en fait t'inspirer. Mais franchement, et il est trop bien. En fait, c'est t'inspirer de ce qui marche. Et en gros, pourquoi est-ce que moi, mon idée, c'était pourquoi tel arrive à faire du contenu qui marche, pourquoi je n'y arriverai pas, tout simplement. Et donc, essayer de reproduire du contenu que tu arrives à reproduire de ton côté. Bien sûr, tu vas pas essayer de reproduire du contenu qu'ils ont avec une grosse boîte de prod, etc. Mhm. Mais un mec qui parle devant une caméra avec un micro et qui explique quels sont les accessoires à moins de 10 euros qui vont te changer ta vie, mais moi, je serais capable de le faire. Mhm. Donc, et si tu vois que ça marche pour lui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Évidemment, au début, tu vas te vautrer parce que tu n'es pas à l'aise, parce que ça manque de charisme, parce que ça manque de beaucoup de choses. Et après, on itère. Mhm. Ça, c'est ce que je fais au boulot. En général, dans le développement logiciel, on sort avec une version qui est creuse, une coquille Mhm. vide. Et on itère. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Qu'est-ce qui n'est pas bon? L'angle n'est pas bon, la lumière n'est pas bonne, l'audio. Je suis une nouille. J'ai pas une bonne oreille, du coup, c'est c'est mon plus gros problème, c'est l'audio. Pourtant, c'est très important. C'est plus important que l'image. Ouais. C'est plus important que l'image. Comment l'améliorer? Mais le truc, c'est que j'ai pas une bonne oreille, donc je n'arrive pas à voir, même quand j'écoute, je n'arrive pas à voir si l'audio est bon. Du coup, j'envoie à des potes. Est-ce que l'audio te semble bon ou pas, tu vois? Ok. Donc, à chaque fois, tu améliores quelque chose. Et finalement, ça marche. En fait, si tu y mets la bonne méthode, si tu améliores, si tu regardes, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si ça a marché pour quelqu'un d'autre. Oui, après, il y a aussi quand même une manière d'analyser
analyser les contenus qui ont marché, qui peut être bonne ou moins bonne, je pense. Enfin, dans le sens où tu regardes une vidéo qui a vachement marché, tu te dis ok, je vais faire le même concept, sauf que toi ça marche pas du tout, mais tu peux te dire pourquoi ça a pas marché alors que pour cette autre personne ça a marché. Pas sur une seule vidéo. Ok. C'est très compliqué de faire un retour, comme dit, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'algorithme ne va pas te recommander forcément. Mhm. La bonne approche, c'est juste d'avoir un peu la tête dure, tu vois, de s'accrocher. C'est-à-dire que si ça marche pour les autres, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc tu peux tester plusieurs approches. Tu peux tester, si ce type de contenu n'a pas marché, tu ne testes pas juste une seule vidéo, tu en testes une dizaine. Et Mhm. tu regardes, parce qu'il suffit qu'il n'y en ait qu'une. En fait, il suffit qu'il y en ait une qui marche sur les 10 pour voir un peu pourquoi celle-là, pas les autres, et d'analyser. Sinon, tu changes. Ok, ce contenu-là, peut-être qu'il n'est pas adapté à ma personnalité. Par exemple, il y a dans la tech, dans mon milieu, il y a des gens qui sont hyper calés pour rentrer vraiment dans le cœur technique. Je pense à Locan en France, qui va rentrer dans le cœur technique du produit qu'il va présenter, et donc ça va être sérieux. Les gens le suivent parce qu'il a cette compétence, alors que moi je suis plus un peu dans la vulgarisation, dans la légèreté. Mhm. Donc je ne vais pas pouvoir copier le contenu de Locan sans que ça fasse faux, tu vois, parce que j'ai pas les compétences qu'il a. Et donc potentiellement j'aurais pu tester ces contenus, ça n'aurait pas marché pour moi parce que je n'ai pas la légitimité, mais il faudrait que le contenu que tu copies, il soit aussi, tu vois, si c'était quelqu'un de sympathique, autant faire du contenu qui soit plutôt orienté un peu légèreté que du contenu hyper sérieux, parce que ça va se voir en fait, c'est pas toi, Ouais. tu vois. Ok. Donc, et à force de tester, de t'acharner, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. C'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de storytelling de la part de personnes, de créateurs et créatrices de contenu qui ont des chaînes qui marchent et tout, et qui vraiment disent ce truc. Alors, je sais pas s'ils véhiculent un fantasme du coup, mais qui disent ce truc de non, mais cherche pas à faire comme les autres, c'est quand t'es toi-même que ça fonctionne. Alors que justement, le bouquin dont tu viens de parler, il Non, c'est parle un peu l'inverse. du contraire, quoi. En fait, tu sais pas ce que tu ne sais. Il y a le toi-même qui fonctionne. Il y a beaucoup de chance là-dessus. Peut-être que le toi-même n'est pas adapté à cette plateforme que tu veux. Donc, en fait, il faut le trouver, le toi-même. Et comment tu le trouves? Tu commences par t'inspirer des autres, et après, petit à petit, il y a ton style qui va sortir. Donc, Comme tu dans vas la vie, quoi, ouais. Ok. C'est ça, en fait, il faut commencer par apprendre. Et comment on apprend? En copiant ce qui marche. De toute façon, pas faire de copie. Il y a différence entre copier et plagier. Donc, Ouais. tu regardes un peu, lui, il a fait ça pour ce produit. Moi, je vais faire comme lui, mais sur un autre produit, par exemple. En essayant de suivre son storytelling à lui. Comment il fait? Est-ce que dès qu'il commence, quand on ouvre la vidéo, est-ce qu'il y a sa tête d'abord ou est-ce qu'il y a le produit d'abord? Hmm. Euh, C'est des trucs qu'on voit pas forcément, tu sais, il faut avoir l'œil ouais. habitué, tu vois, pour ça, je trouve. Bah ouais, mais ça s'entraîne comme n'importe quoi. Maintenant, depuis que je fais des chaînes YouTube, par exemple, quand je regarde un film, tu vois, je fais gaffe au plan de coupe. Ouais. Je dis, c'est marrant, t'as le style du réalisateur, tu vois, il fait un zoom sur la tête tout en recul, je savais pas faire ça il y a 4 ans. Maintenant, quand je regarde un film, je fais gaffe à ces plans. Ou quand je regarde une série, par exemple, tu sais, Bridgerton, des trucs comme ça. Mhm. Maintenant, je regarde les lumières des séries. C'est un truc fou, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est que je vois un peu C'est vrai, les. moi aussi, je fais gaffe à ça maintenant. Bah, Depuis que j'ai tu touché la vidéo, Tu vois, c'est vrai. tu regardes, tu te dis, mais en fait, la série, même si des fois le sujet est pas ouf, je suis comme ça en fait, je suis ébahi Par la technique. par la technique, par les couleurs, par la direction artistique, Mm. par le maquillage, par la lumière qui rentre de la fenêtre, qui vient en petite lumière douce sur le visage, tu vois, Ouais. ce genre de truc. Donc, j'ai pas du tout fait de cinéma. Mais et la photo, j'ai commencé YouTube avant de faire la photo, donc je n'avais pas cette sensibilité-là. Mais à force de regarder, en fait, tu prends une vidéo, la vidéo, elle dure quoi? Pour commencer, une petite vidéo, elle dure 5 minutes. Mhm. Décortiquer une vidéo de 5 minutes, ce n'est pas non plus, en fait, certes, c'est un peu dur au début, mais si avec de la bonne volonté, n'importe qui, je pense, peut y arriver s'il s'acharne un petit peu, et tu essaies de répliquer. Il faut du temps, Mm. et voilà quoi. Moi, je pense que pour moi, ça a été une formule qui a marché en tout cas. Ok. Et est-ce qu'il y a une sorte de notion un peu de hasard quand même dans la manière dont un algorithme va te mettre en avant sur une plateforme? Alors non, parce que moi, j'ai pas buzzé. Tu vois. En fait, je n'ai pas eu une vidéo qui a buzzé, et c'est parti de mon expansion, par exemple, de ma chaîne est parti petit à petit avec du contenu. Aujourd'hui, il fait 500 vues. Demain, il fait 2000 les nouvelles vidéos. Après 3000, 5000, 10 000. Donc, j'attire de nouveaux spectateurs. Mhm. Je n'ai pas eu la vidéo qui a fait 1 million de vues, et
Et depuis, ça marche parce qu'il y a eu la vidéo. C'est vraiment je la vois, ma progression, elle se fait petit à petit avec du contenu. Donc, quand j'analyse, je vois. Ouais, c'est vraiment du. Je sais pas si tu connais le terme grind. Non. Un peu, c'est vraiment de l'acharnement, tu sais, comme les jeux où tu XP petit à petit, tu fais de l'XP à fond. C'est un peu ça. Il y a un YouTuber, le plus grand YouTuber tech, qui a parlé de ça d'ailleurs, il s'appelle MKBHD. C'est un YouTuber américain. Et du coup, lui aussi, il a dit qu'en fait, sa plus grosse chance, c'est de ne pas avoir buzzé. Parce que quand tu buzzes sur une vidéo, tu vas t'essouffler parce que tu vas essayer de reproduire ce buzz. Et potentiellement, si ça a buzzé une fois, ça ne veut pas dire que ça sera pareil la deuxième fois ou la troisième fois. Et donc, tu vas t'essouffler à force de vouloir refaire exactement la même chose que ta vidéo qui a fait 2 millions de vues, pour finalement ne pas y arriver parce que ça n'a pas été référencé pareil, et donc tu vas t'épuiser. Je trouve une stratégie qui est saine, c'est de travailler sur ton contenu petit à petit, de monter petit à petit, et généralement ça va scaler, donc ça va être exponentiel. Forcément, plus tu vas produire, plus tu vas avoir des gens, plus ça va marcher, quoi. Et plus ça va l'algo va te présenter à des gens de cette même c'est ça. niche. Exactement. Cible, tout ça. Tu deviens un peu référent d'un domaine en particulier. Pour au final, l'algorithme va pousser ton contenu de plus en plus. Et tu vas, tout en ayant cette expérience-là, dans ton type de contenu. Par exemple, moi, j'ai repéré 3 types de contenus dans les vidéos que je fais. J'ai repéré que j'avais 3 types de contenus particuliers. Et du coup, je vais jongler avec ces 3-là en fonction de quel type de contenu je vais présenter. Et je sais d'avance quelle statistique ce contenu-là va avoir, quoi. Avant même de publier, maintenant, je sais combien ça va faire, quoi. Okay. Et même cette notion de buzz qui fait que quelqu'un va avoir d'un coup 2 millions de vues sur une vidéo alors que depuis le début il faisait 104 vues par vidéo, tu vois. Et dans cette notion de buzz, il n'y a toujours pas de hasard. Pourquoi d'un coup c'est carrément du hasard dans la notion de buzz. C'est que c'est quelqu'un qui a partagé, par exemple quelqu'un quelqu'un de célèbre qui a vu sa vidéo, qui a partagé sur Twitter parce qu'il a kiffé. Il y a hasard dans l'algorithme, je veux dire. Non, pas forcément. En fait, l'algorithme va proposer du contenu à une audience, et il va le faire par petit échelon, et ensuite augmenter et tout. S'il le présente à, on va dire, 1000 personnes, et que parmi les 1000 personnes, il y a 500 personnes qui ont cliqué, c'est que là, il a eu le hasard de trouver un truc qui marche à fond, quoi. Et du coup, il va pouvoir répliquer forcément, parce que ça veut dire que toutes les personnes à qui ils ont été proposés, une grosse audience a décidé de le regarder jusqu'au bout, de cliquer dessus. Donc pour moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il est capable de répliquer. Mais ça m'étonne quand même. De 100 à 1 million, c'est qu'il y a eu... c'est pas que ça, c'est qu'il y a quelqu'un généralement qui en a parlé. C'est très, très, très... en fait, on parle de très, très, très... peut-être 0,00001% de cas où tu fais pas du tout de vues, et d'un coup, tu fais une vidéo, ça fait 1 million. Je ne pense pas que ce soit juste l'algo, c'est qu'il y a potentiellement il y a quelque chose derrière, quoi. Ok, parce qu'après là on parle de YouTube, mais moi c'est vrai que je pensais plus à des réseaux comme TikTok en disant ça, où c'est pas rare que quelqu'un qui ait un compte, enfin quelqu'un, je vais dire comme toi et moi, mais toi t'as quand même déjà plus de notoriété sur les réseaux que moi. Sur YouTube, TikTok pas trop. Voilà, mais enfin quelqu'un qui a un compte juste personnel sur TikTok par exemple, c'est pas rare que il fasse aller 100 vues maximum sur ses vidéos, et d'un coup il y en a une qui sort à 200K. Ouais, après c'est plus facile c'est effectivement pour les contenus courts, donc les shorts c'est un peu plus facile parce que tu fais un truc qui accroche, quoi. La vidéo elle dure 15 secondes, elle accroche, bah oui, ça peut marcher. Et en fait, je pense que la notion de chance dans le contenu court est très différente du contenu lent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais pas. Le contenu court, t'as plus de chances que tu fasses la petite vidéo, le petit truc qui se passe, qui buzz et qui marche et tout. Ça veut pas dire que ça marchera à tous les coups, parce que tu ne peux pas reproduire forcément cette intention ou cette intonation-là, mais ça marche. Ils sont beaucoup plus agressifs d'ailleurs, les contenus courts. C'est en termes de vues et tout, c'est beaucoup plus. Ils bombardent les gens, quoi, de contenu. Donc forcément, tu as plus de chances que de faire des centaines de milliers, quoi. Ok, ouais. Mais nous sommes un petit peu égarés là. Ouais, c'est bien. C'est bien de t'égarer dans les quêtes. Oui, c'est bien aussi. J'allais dire, c'était ma transition. Ah, tu as bien vu. On s'est un peu égaré sur le chemin de notre quête vers le meilleur podcast.
podcast. Et justement, est-ce que toi, malgré ta discipline, parce que du coup, tu m'as l'air quand même très discipliné dans ta manière de fonctionner, ta manière de produire du contenu. Assez pragmatique, ouais. Assez pragmatique, ok. Tu préfères dire pragmatique que discipliné, ouais, parce que je suis pas discipliné. Mais... T'es pas discipliné? Bah attends, tu me dis que tu te réveilles à 7h pour écrire des vidéos, des vidéos YouTube, qu'après tu bosses à 9h30. Je me force pour l'être, justement. Ouais, je sais pas si ça peut être considéré comme discipline. Pour moi, la discipline, c'est justement de se forcer peut-être. c'est un peu comme avoir beaucoup de volonté, quoi. Tu vois, c'est se forcer à tenir une routine. Ouais, peut-être. Non, mais t'as peut-être raison, effectivement. Moi, je me dis, à chaque fois, si je me force pas, je vais partir dans tous les sens et du coup, je vais rien faire. Donc, je me prends la tête. Ouais, c'est ça, ouais. Autant se focus. Et il y a déjà eu des moments comme ça où t'as un peu... où tu t'es égaré et tu savais plus quoi faire, pas d'inspi en termes de création de contenu? Oui, mais je crée quand même. C'est ça le truc où j'ai un pote aussi qui a commencé. Je l'ai encouragé à créer sa chaîne. Salut Carlitos. Ouais, tu peux lui faire de la pub si tu veux. Ouais. Bon, Carlitos Sepp. Du coup, qui était ton premier invité dans. Exactement. Dans ton podcast. C'est ça. Et du coup, on a souvent ces discussions. Il me dit, en fait, je suis pas inspiré et tout. Je dis, mais on a la référence de, comme il fait beaucoup de sport. Je dis, mais tu sais, à la salle de sport, il y a des fois où t'as pas envie. Et à ces moments-là, la victoire, c'est juste le fait d'y aller. Et donc tu te dis, en fait, juste le fait d'y aller, de passer tes 30 minutes, c'est pas grave, tu devais faire 1 heure, tu fais 30 minutes ta séance, tu as déjà une victoire parce que tu t'es déplacé et tout. Dans la création de contenu aussi, c'est pareil. Donc il y a des fois où tu n'es pas inspiré, bah, tu vas quand même, en tout cas pour moi, je vais quand même créer une vidéo, on va dire bateau, même si elle ressemble à 50% à une vidéo que j'ai déjà créée avant. Ça m'a permis de créer quelque chose, de publier, de générer du trafic, parce que ces plateformes-là n'aiment pas quand tu es absent à leur moment, donc il faut continuer à faire. Et donc je vais me forcer, et là c'est la discipline du coup, je vais me forcer à quand même publier du contenu, quitte à ce qu'il soit en dessous de ce que je fais d'habitude, quoi. Ok, c'est marrant. Ton discours est assez différent de ce que j'avais entendu jusque-là, même du côté un peu plus artistique et du coup, par extension, même si ce n'est pas vraiment corrélé, à une vision un peu plus inspiration qui te frappe par-ci, par-là, parfois. C'est mathématique, franchement. Ok. Ouais. J'ai une vision très ingénieur logiciel du truc, donc j'ai une approche assez mathématique, donc c'est une plateforme, tu lui donnes des données, elle te donne des sorties, et puis voilà, quoi. Si tu respectes les règles de cette plateforme, ça marche. Donc comme je ne me considère pas trop comme un artiste, donc du coup faire du contenu, il y en a qui font, il y en a qui arrivent très bien, ils font une vidéo tous les 1 mois, mais ça va être un banger le truc, quoi. Et ça va marcher parce que c'est beau, parce que voilà. Mais moi, j'ai pas du tout la prétention de pouvoir faire ça. Donc il faut que je. Style. C'est pas c'est pas mon style. Donc il faut que je combatte avec les armes que j'ai. Et entre parenthèses, moi, c'est que je sais que je vais être là où je suis un peu bon, c'est de suivre un peu, analyser un peu ce qui marche et essayer un peu de suivre les règles de l'algo pour avoir quelque chose qui réussit derrière, quoi. Ok. Bah, avec tes petites armes, t'as quand même mené une jolie chemin d'aventure jusqu'ici. Ouais. Et je crois que t'as trouvé quelques petits trésors aussi quand même dans ta quête. Enfin, t'as collecté tes petites pièces. Ouais. Tu vois la transition ou pas? Ouais. Enfin, parle de monétisation. Franchement, c'est trop bien. Parlons de monétisation. Je l'ai inventé. Mais c'est trop bien. Je m'inspire. Ouais, du coup, monétisation. Du coup, toi, t'es monétisé sur des vidéos, sur des vidéos YouTube. Est-ce que t'es aussi monétisé sur Court-Circuit, ton podcast, ou pas encore, ou il est sur la chaîne. Il est sur la chaîne YouTube, donc ça rentre dans le. Ça rentre dans la monétisation globale. Après, faut faire attention aux youtubeurs qui partagent la monétisation de YouTube. C'est pas la monétisation, c'est YouTube, on va dire, c'est 30% de la monétisation globale. La plus grosse part de la monétisation, ça va être les sponsors, clairement. Oui, du coup, des sortes de placements de produits ou des pubs que tu fais, c'est ça? C'est ça, là où tu as plusieurs formes. Soit tu fais ce qu'on appelle une intégration, et là les marques, tu fais une vidéo sur un sujet et tu fais une intégration de 2 minutes sur une vidéo de 12-15 minutes, tu fais une petite partie, tu négocies entre 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, tu négocies avec la marque, ou tu vas faire une petite transition vers son produit, tu en parles pendant 2 minutes pour revenir vers ton sujet principal de la vidéo. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'intégration.
Après, tu as d'autres formats, tu as des marques qui t'envoient leurs produits, et là, c'est une vidéo dédiée, ça s'appelle. Donc, ils te demandent ton prix pour faire une vidéo de 15, 10, 20 minutes sur leurs produits, avec des guidelines sur ce qu'ils souhaiteraient que tu mettes en avant sur le produit. Et là, on parle d'une vidéo sponsorisée intégralement. Et donc là, il faut dire, moi, généralement, je mets vraiment une grosse pastille sur la vidéo pour dire pub. Attention, c'est de la pub. C'est pas mon vrai avis, c'est de la pub. J'essaie de... Tu peux pas concilier les deux? En fait, je donne pas quand c'est une vidéo sponsorisée. Ce que je fais, c'est que je fais une présentation du produit. Après, j'ai travaillé avec plusieurs marques où c'est des produits que j'adore. Et donc, pour le coup, là, ça va être vraiment mon avis perso. Et du coup, je vais être à fond sur vraiment comment je l'utilise au quotidien, pourquoi et là, je le recommande clairement. Là où quand une vidéo est vraiment sponsorisée, ça va être vraiment la marque veut profiter de ton audience pour présenter un produit, et ça va être des présentations de la fonctionnalité. C'est un peu neutre, tu vois. Donc, ce produit-là, il est là, il permet de faire ça. Il est bien pour faire ça, il n'est pas bien pour faire ça. Et voilà les liens en bas, il y a une promotion, prenez-le. Voilà. Moi, je mets une pastille sur ce genre de contenu-là, et tu es obligé d'ailleurs maintenant sur les plateformes c'est rentré dans la loi maintenant. de le taguer. Dans la plateforme, tu tagues que c'est un produit commercial. Ça, c'est une forme de monétisation. Pour le coup, c'est la plus grosse, on va dire, c'est ce qui marche, c'est ce qui rentabilise le plus, quoi. L'autre partie, c'est les liens d'affiliation aussi en très grosse part. C'est quoi ça? par exemple, moi, la vidéo qui m'a permis de vraiment acheter une caméra et tout, c'était une vidéo que j'ai failli supprimer d'ailleurs, parce que j'avais une crotte de nez. je te la montre après. Pas la crotte de nez, la vidéo. La vidéo. Non, mais c'est vrai. En plus. Finalement, en fait, des podcasts audio comme ça, vous évitez ça. Je te jure. Non, mais les astuces, regardez-vous. Avant de le filmer, regardez. T'es pas prête. Et du coup, tu l'as laissé quand même, cette vidéo? Je l'ai laissé quand même, ouais. J'ai vu la vidéo. Très courageux de ta part. Ouais, j'ai laissé. Il y a un truc qui s'appelle le Spotlight Syndrome, je crois, un truc comme ça. C'est que quand on crée du contenu, on pense qu'on est le centre du monde, alors que c'est pas vrai. On pense que les gens vont nous regarder à fond, machin, alors que les gens, en fait, ils passent à autre chose, tu vois. C'est vrai. Donc du coup, ça fait un moment où je me suis dit, vas-y, je vais publier quand même. Et c'était jusqu'à maintenant, je l'ai posté il y a 3 ans. C'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, qui m'a rapporté le plus d'abonnés. Et en plus, c'était une vidéo genre les 10 meilleurs accessoires pour MacBook, un truc comme ça. Okay. Et donc, quand tu fais une vidéo comme ça, tu mets les liens de ces accessoires-là, par exemple sur Amazon. Et les gens qui achètent via ton lien, tu as 3% de cotisation. C'est 3% du prix total de l'article, tu l'as en affiliation, on va dire. Le prix ne change pas pour la personne donc, qui a cliqué. Le prix ne va pas changer. Donc, c'est pas 3% de prix qui rajoute en plus sur le site en prévention de... Non, c'est le même prix. En fait, c'est un lien Amazon. Donc, tu arrives sur la page du Amazon ou n'importe quel... tout le monde fait ça maintenant. Tu as 3% sur ce que le client a acheté. Okay. Et donc moi j'avais mis 10 produits et du coup chaque mois en fait sur toutes mes vidéos je mets des liens d'affiliation sur toutes les vidéos et les gens cliquent et achètent et je le dis même pas tout le temps parce que je veux pas non plus que ce soit trop voilà, mais dans les vidéos je dis il y a des liens d'affiliation, il y a des liens dans la description du produit, c'est un lien d'affilié, voilà, si tu cliques dessus il y a pas de frais en plus, ça soutient la chaîne, si tu l'achètes j'ai une petite commission dessus, voilà, les gens en plus quand tu leur dis ça ils ont tendance à utiliser ton lien même pour acheter autre chose, parce que si tu mets un lien pour je sais pas un stylo, même si en fait tu as 3% sur tout le panier, donc même s'il achète pas le stylo finalement il achète un frigo, tu vois, donc c'est un aspect assez important à dire. Les liens d'affiliation, les sponsors, c'est plus important que ce que te paye que la monétisation YouTube finalement. Ok. Et on est encore reparti un peu en side quest. Il falloir recentrer rapidement. Ça veut dire Baldur's Gate, vas-y. Finalement, le temps passe très vite avec toi, Issam. Du coup, il va falloir que je regarde un petit peu le temps quand même. Vas-y. Mais du coup, pour revenir un peu sur Court Circuit, ton podcast justement qui est né ce mois-ci, le mois dernier, en février. Qu'est-ce qui t'a fait te dire allez, let's go, je me lance dans le podcast? Et surtout, qu'est-ce que c'est un podcast pour toi? Ah ouais. C'est quoi la différence? Parce que t'as un podcast filmé, du coup, c'est quoi la différence que tu mets, toi, entre tes vidéos YouTube et ton podcast filmé? Alors, moi, j'ai mis en place une différence qui est pour moi. Tu vois. Donc, c'est pas la différence, mais pour mon type de contenu, comme dit, j'ai 3 types de contenu déjà. Et donc là, ça va être le 4e type de contenu que je crée. Pour moi, dans mon compte
dans mon contenu habituel, il est très scripté. En fait, j'ai un prompteur quand je fais mes vidéos. Donc, c'est du contenu qui va être très, très scripté, qui va être 15-20 minutes à peu près, 10 minutes, 10, 15, 20 minutes, ça dépend. Pas plus de 20 minutes généralement. Le podcast va être un contenu où je vais être drivé par des sujets. Donc, je vais choisir 4 sujets en fonction de ce que je décide d'écrire. Pardon. Et en fonction de ces sujets-là, je vais partir dans l'analyse en fait sans être, sans prompteur, sans ligne directive. Il va être plus lent, ça va être un peu plus d'1 heure, et ça va être aussi, par exemple, prendre des commentaires des commentaires que j'ai eu d'abonnés, ce genre de choses. Plus interactif en fait. Dans l'idée, c'était ça. Je voulais, là pour le premier, c'était avec Charles, on a fait, c'était enregistré et tout. Mais moi, dans l'idée, je voulais que ce soit du live, donc que on s'enregistre, l'équipement n'était pas prêt pour le faire. Là, je pense que ça devrait être bon prochainement. Mais dans l'idée, c'est qu'il y ait des abonnés qui puissent poser des commentaires et qu'on réponde. Et donc, je sais que ce contenu-là, le podcast court-circuit, je sais qu'il intéressera beaucoup moins de gens que mon audience habituelle. Alors, quand je fais une vidéo, il va y avoir 15-20 000 personnes qui vont regarder. Le podcast, je sais que ça va être 1000-1500 personnes. Mais c'est 1000-1500 personnes en fait, que tu as envie de fidéliser. En fait, c'est ta vraie commu, quoi. C'est ton cœur de cible. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ta communauté que tu as envie avec laquelle tu as envie de partager, en fait, d'échanger énormément pour avoir un peu leurs besoins, pour les cibler un petit peu mieux. Et moi, en fait, j'ai toujours un peu cette idée entreprise où si je veux sortir un produit, par exemple, j'ai pas envie en fait qu'il y ait 25 000 personnes d'avoir les avis, mais plutôt en fait si j'ai 1500 vrais abonnés, c'est mieux d'avoir 20 000 abonnés passagers. Donc c'est un peu du contenu pour eux. Pour l'instant, ça va être du contenu sur YouTube. Maintenant, pour la suite, est-ce que si ça marche bien, que les gens adhèrent, pourquoi pas ne pas le mettre sur Patreon et ne pas sur YouTube, et du coup avoir plus une notion d'abonnement sur mon compte Patreon pour regarder. Donc c'est des points à creuser. Mais pour l'instant, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme j'ai fait pour les vidéos, je vais faire une dizaine de vidéos de ce genre-là, après analyser, voir qu'est-ce qui marche pas, et essayer de cibler par la suite, quoi. Ok, donc pour toi, il y a aussi cette notion de proximité et d'intimité qui est inhérente au podcast. Dans le podcast, oui, clairement, on va plus voir ma personnalité dans un podcast que dans une vidéo qui va être scriptée. Dans la vidéo scriptée, ça va être très, en fait, un peu un personnage que je me suis créé pour présenter du contenu et tout. Dans la vidéo, dans le podcast, tu vas être un petit peu plus toi-même, un peu plus naturel, un peu plus libéré aussi, parce que tu n'as plus les contraintes du prompteur, forcément, à faire des vannes et... Là où une contenu un peu de 10 minutes, t'es un peu speed, il faut que tu livres le truc. Que ce soit dynamique et tout. C'est ça, il faut que ce soit dynamique, il ne faut pas que la personne s'ennuie. Et si la personne s'ennuie alors qu'elle ne te connaît pas, elle zappe. Alors que pour le podcast, c'est des gens qui viennent pour toi. Parce qu'ils aiment bien t'écouter parler, ils aiment bien, je sais pas. Et du coup, pour ces gens-là, tu sais que tu peux te permettre d'être un peu plus lent, de faire des coupes, de rigoler sur tout et n'importe quoi. Enfin, il y a le chien qui passe, tu vois, tu vois, ça... Oui, j'avais vu dans le premier épisode. Ouais, mais c'est les ça. Chiens enragés là. les chiens enragés, ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu plus chill, quoi. Ok. C'était quoi c'était quoi la différence? La définition du podcast. Pour moi, le podcast c'est quelque chose qui a été pensé pour l'audio, même si c'est filmé. Oui, c'est-à-dire que tu vas jamais laisser. Enfin, tu vas pas penser ta vidéo en mettant par exemple dans ton script insérer image de machin. Tu vois. Bon, ça paraît logique dit comme ça, mais c'est vraiment un truc qui est pensé pour l'audio, même au niveau de la manière dont tu vas parler, dont tu vas poser ta voix. Il y a vraiment un truc qui est réfléchi pour que ce soit agréable à écouter avant tout. Et donc voilà, pour moi, ça restait quand même une différence. Il y avait quand même encore une différence audio-vidéo, tu vois. Même si, comme dit, là, la ligne s'affine de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Mais... Je me suis posé la question, est-ce que le podcast, c'est fait pour l'audio? Parce que c'est vrai que c'est ce que tu dis actuellement, il y a de plus en plus de podcasts, vidéo. Et j'avais aussi pensé la même chose que toi. Je me suis dit, le podcast, ça doit être audio, donc ne pas être dans le visuel. Par exemple, regarder ce produit comme il est beau, tu vois, alors que tu fais un podcast. Et finalement, le podcast actuellement, il est de plus en plus vidéo, comme tu dis. Et donc, cette frontière...
Moi, je ne regarde pas le. En fait, moi, je fais partie de ceux qui regardent des podcasts, pas de ceux qui écoutent. Ok. J'écoute que des livres audio et je Ok. regarde des podcasts, j'écoute des livres audio. Et encore, ouais, avec livre audio, il y a aussi une frontière qui s'affine aussi, mais ouais. Ouais, même ça, tu commences à avoir des trucs un peu. Mais je reste quand même très old school au niveau des livres Mhm. audio, donc je les écoute, mais les podcasts, je les regarde. Et donc, pour le coup, en fait, ce que je vois est très important pour moi, tu vois, au niveau du podcast. Ok. Donc, j'ai ce biais de. En fait, je produis un peu ce que je consomme, tu vois. Mais ça m'étonne pas aussi que tu sois vachement dans tout ce qui est visuel, si t'as fait Oui, de la oui, photographie, oui, si t'as fait clairement. dans les Ouais. vidéos, il y a aussi ce Ah, truc très visuel. Non, je ne pourrais pas. Ce serait une partie. Si je faisais un podcast juste audio, ça serait une partie un peu. Ok, donc ils sont pas en format juste audio tes podcasts, on les retrouve pas sur Spotify par exemple. Quoi que tu peux mettre ta vidéo Ils sur sont en Spotify, vidéo sur. vidéo Spotify. Ils sont sur vidéo Spotify. Deezer aussi a mis. En fait, t'as le truc maintenant où un serveur RSS là, sur Mhm. Spotify. Donc, je la mets en vidéo sur Spotify et c'est lui qui va diffuser sur les autres plateformes. Sur les autres Ok. plateformes, ils sont en audio. Mais je l'ai envoyé, franchement, je ne pense pas que je vais capitaliser sur Spotify ou autre. Je sais que Ouais, YouTube, de toute c'est une façon, plateforme que je maîtrise Ouais. et qui marche. Je suis motivé là-dessus. Je pense que je vais continuer à le cibler. Je l'ai mis sur Spotify au cas où, mais Ok. Et t'as un hébergeur ou pas? T'es chez un hébergeur? non. Distribue tes trucs ou pas? Justement, Spotify, Fait hébergeur? il fait hébergeur maintenant. Ok, je sais pas. A priori, c'est récent. C'est en regardant, j'ai vu que maintenant c'est Spotify Creator Studio. Dedans, Uh-huh. tu mets la vidéo dedans et ils diffusent eux-mêmes le flux vers. Tu peux choisir de le diffuser sur tout. Du coup, j'ai mis toutes les plateformes. Ah, trop bien, moi, je savais même pas. Un peu, ouais, ça va. Comme quoi, on apprend tous les jours. Le pro, le pro du podcast audio, pas du tout. Incroyable. Peut-être juste avant de finir, un petit mot sur le matériel, un peu la technique, parce que quand même, j'ai en face de moi quelqu'un qui s'y connaît quand même pas mal dans tout ce qui est produits technologiques. Je voulais pas passer à côté du matos. Je sais pas à quel point tu as investi, c'était des trucs à Ouais, conseiller pour des gens qui conseillent, parce qu'on le rappelle, ce podcast, le podcast, il est fait pour des gens qui se lancent dans le podcast et qui Ah n'ont pas ouais. forcément un background hyper technologique, même si tu peux te lancer dans le podcast parce que aussi tu as un background technologique. Mais du coup, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, alors l'audio, comme tu as dit, l'audio c'est très important, donc plus pour le podcast où ça a quand même plus une connotation audio. Donc moi j'ai décidé dès le début d'investir dans du matériel qui va durer des années. Ok. Donc dès le début j'ai regardé qu'est-ce qui est bien, alors, genre les Shure. Moi, j'avais pris des Shure SM7. MV7 à l'époque, c'est pas celui à 300 euros, mais celui à 150, 120 euros. Ok. Le marché de l'occasion aussi était très bien parce que c'est du matériel qui vieillit très bien Ok. en soi. Donc les micros, les caméras, les objectifs, tout ça, c'est du matériel qui vieillit très bien. Pas d'obsolescence programmée dans les micros. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. En tout Ok. cas, tu as des vieux micros qui marchent très bien. Donc ces marques-là, autant plutôt que de les acheter neufs chez Amazon, d'occasion, ça peut être Back aussi market un ou bon quoi, plan. ouais. Ouais, back market, ou même moi les objectifs, je les avais achetés sur le Bon Coin, par exemple. Donc ça marche aussi, mais ouais, j'ai investi. Je me suis dit, plutôt que d'acheter du matos que je vais remplacer dans un mois, autant acheter du matériel que je sais. Et en plus, il y a de très bonnes valeurs de revente en fait. Ok. Donc même si finalement ça ne marche pas et que tu veux revendre, tu pourras toujours revendre. Tu as une petite perte, mais voilà. Sinon, si vous voulez vous lancer dans la vidéo, allez-y. Attention, on est là pour parler du podcast, Issam. Eh, vas-y, dis. Le smartphone, ça reste quand même. Maintenant, Ok. ouais, le smartphone, ça reste quand même très bien, quoi. Moi, je faisais. Ça dépend lesquels, mais faut un iPhone 15 ou plus, quoi. Même pas. Moi, j'avais pendant 2 ans, j'avais un vieil iPhone XR Ouais, ok. que j'ai utilisé pendant 2 ans et non, ça m'a pas empêché de faire du contenu qui marchait plutôt bien. Mais par contre, le micro. Le micro jouait beaucoup, donc ouais, le smartphone, ça marche très bien. Après, le petit truc, et je l'ai appris en fait récemment même, c'est ne pas hésiter à investir dans les petites choses qui coûtent 10 balles, qui coûtent 15 euros. Tu vois, les petits supports de trépied, par exemple, lorsque tu veux tourner un podcast et que tu te rends compte que tu perds 30 minutes à caler Le téléphone ou la caméra. ouais, à caler le trépied, ça, Ah ouais. c'est des petits trucs qui coûtent vraiment pas cher et pour le coup qui vont te permettre de sauver 5 minutes. 6 minutes cumulées, le bras qui grince et du coup à chaque fois que tu bouges, il grince et donc ça te fait pas mal de montage à faire derrière au niveau de l'audio. En fait, investir dans les petits trucs parce que plus c'est compliqué à faire, plus tu vas avoir la flemme de produire en fait. Ah ouais. Donc il faut que tu arrives à créer, c'est un petit conseil, c'est de se créer, d'avoir le moins de friction possible. Mhm. Ok. Et quitte à se dire, bon, il y a ce truc-là, il grince,
ok, regarde, en fait, il faut pas hésiter à les changer, les petits trucs. Les petits trucs, parfois, on a la flemme et on se dit, bon, c'est pas grave, c'est juste un trépied. Mais finalement, si ça te fait perdre 5 minutes, 10 minutes à chaque fois, Ça va juste te saouler mentalement. ouais, quoi, c'est ça, et ça te fait une petite charge mentale en plus. Par exemple, si des trucs, tu oublies des piles, tu vois, Mm. achète quelque chose qui a pas de piles. Enfin, et Ouais. du coup, tu plus de problème. C'est vrai. Non, mais ça, c'est bête, on n'y pense pas, tu vois, parce qu'on se dit, ouais, au pire, je me débrouille, c'est pas grave, je commence, je fais les choses système D. Je sais que moi, j'ai beaucoup tendance à me dire ça en mode plus c'est compliqué, plus j'aime. En fait, oui, plus Ouais, j'aime, mais plus j'aime le moins longtemps. ouais, c'est ça. Tu Plus, vois. peut-être ça te décourage. Tu vois. Peut-être ça me décourage. Peut-être c'est pour ça que mes lubies durent jamais très longtemps. Tu vois, finalement. Là, t'as un problème de pile en fait. Ouais, ça doit être ça, en fait. Faut que j'achète des chargeurs, punaise. Ok. Et juste un dernier petit mot, parce qu'il va falloir qu'on clore Yes, cette discussion fort intéressante, je suis navrée. Pour toi, en quelques mots, c'est quoi un podcast parfaitement réussi? Euh, ouais, alors, bah, je pense que que tu n'aies pas trop de frustration au moment de le tourner. Ça, le problème, c'est que quand tu crées un podcast et que tu le gères toi-même, bah, tu as la pression un peu du monitoring. On en parlait tout à l'heure. Tu es obligé de monitorer, t'es obligé de monitorer ton podcast. Tu regardes est-ce que ça marche ou pas, est-ce que ça coupe, est-ce que ce genre de choses. Et pour moi, un podcast réussi, c'est que quand tu appuies sur Start, bah, tu arrives à vraiment te déconnecter de cette partie technique, de cette partie gestion, pour vraiment te concentrer soit sur ton sujet dans le cas où tu fais ton podcast tout seul, soit sur ton interlocuteur sans pour autant. Et donc, moi, comme je le vois, c'est un peu ça, c'est d'avoir vraiment une session podcast qui n'ait pas de friction, qui soit un peu sans encombre, que ça commence et après quand tu finis, forcément, si tu n'as pas de friction, je pense que derrière ça marche, quoi. Bah, ça coule tout seul et c'est fluide Ouais. et c'est comme ça que c'est le plus agréable. En fait, c'est vrai, il faut juste De- prendre soin de, comment dire, donner du bonbon à son cerveau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est grave ça. Ok, bah écoute, Issa, merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir Cette invité. discussion, avec plaisir. C'était super intéressant. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec quelqu'un Pareil. qui s'y connaît vraiment et qui est à fond dans la tech. Voilà, bon, j'ai que des collègues comme ça. Voilà. Voilà, Mais ce n'est que ton quotidien. voilà. Mais non, mais enfin bref, c'était particulièrement intéressant avec Ouais, toi ouais, pareil. devant ces micros. Et bah écoutez, merci à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. C'était Johanna et Issam Baz au micro du PodQuest ou la quête du meilleur podcast. On vous retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. Merci à tous et bonne soirée. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.